Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse assez complète sur les Layer 2. Le but, c'est tout simplement de faire une analyse vraiment sur du long terme, sur différentes Layer 2. Alors là, on en verra 5, Matic, STX, Optimism, Arbitrum et Starknet. Alors il y en a d'autres, mais dans tous les cas, vous allez voir que la méthodologie, ce que je vais avancer dans cette vidéo, s'applique bien sûr au niveau des autres Layer 2. Alors le but, c'est pas de faire du fonda sur cette vidéo, mais on va quand même rappeler ce que c'est un layer 2 ou couche 2, hein, si on pourrait dire ça en français. Alors ça va être une solution qui est construite sur une blockchain de base, hein, qui existe, appelée par exemple layer 1, comme Ethereum, comme Bitcoin, où l'objectif de ces solutions de layer 2, c'est d'améliorer la scalabilité, la vitesse des transactions, réduire les frais de transaction sans sacrifier la sécurité et la décentralisation de la blockchain de base. Donc voilà globalement pourquoi les layers 2 sont là, parce que on a vu que avec une grosse hype, hein, sur des réseaux comme Ethereum, on a des frais qui sont énormes, des réseaux qui sont bouchés, avec il manque de scalabilité sur beaucoup de layers 1. C'est là où on a tout simplement des layers 2 qui font leur apparition. Et alors je vais pas rentrer dans les détails entre les optimistic roll-up, etc., mais ce qu'il faut comprendre, c'est si vous devez retenir quelque chose, si vous n'avez aucune connaissance sur le fonda, c'est qu'un layer 2, son but, c'est d'améliorer la scalabilité, l'évolutivité, si je peux dire, d'un layer 1. Donc on en a plusieurs, des layers 2, chacun ont leur avantage, leur inconvénient, mais comme je dis, le but c'est de traiter les layers 2 de manière globale et de faire une analyse technique sur 5 cryptos aujourd'hui. Alors les layers 2, moi comment je les vois? En fait, je les vois comme une manière de m'exposer à par exemple un Ether avec un effet de levier sans avoir un niveau de liquidation. Parce que quand on regarde les Optimism, les Arbitrum, même les Matic ou les STX, ils sont assez corrélés quand même aux crypto, enfin aux crypto ABTC Ether. C'est-à-dire que si je compare par exemple ici la charte avec ETH, lorsqu'on a une forte hype, on a une forte hype également sur les layers 2. La différence, c'est quoi? C'est que au moment où cette hype, elle se calme direct, que ça soit sur BTC ou Ether, on a des phases de range sur les layers 1, et on a sur les layers 2 une forte tendance baissière. Parce que moi, je vois ça comme des cryptos qui vont être très intéressants lorsque on a une forte activité sur le réseau, lorsqu'on a vraiment une hype, un narratif. On a eu un petit narratif sur les layers 2, mais vraiment quand la crypto intéresse du monde. Je dis pas qu'elle n'intéresse pas du monde actuellement, je dis juste que on voit qu'elle intéresse beaucoup moins de gens que lorsqu'on était en janvier, février, mars 2024. On a commencé vers octobre 2023, et on a eu une hausse pendant plusieurs mois, et on voit que se positionner sur ces altcoins, c'est un peu prendre un effet de levier sur Ether. Voilà. Alors Starknet, bon, son entrée a été un peu plus catastrophique qu'ils sont arrivés au top, mais alors j'en ai d'autres, des layers 2, on peut en prendre d'autres. On a par exemple Mantle, voilà, c'est à peu près le même genre de chart. On a Manta, pareil, son entrée n'a pas été incroyable. IMX, voilà. Donc c'est ça. Ce qu'il faut retenir, selon moi, je le vois comme ça, les layers 2, c'est tout simplement de pouvoir se positionner comme si on se positionnait sur un BTC, un Ether, un layer 1, avec un effet de levier, parce qu'on va avoir une volatilité qui est beaucoup plus importante, sans avoir un prix de liquidation. Donc c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est pendant une hausse, pendant une phase de hausse, d'attractivité des cryptos, lorsqu'on a vraiment une hype, comme on a connu pendant toute cette phase haussière sur Ether ou sur BTC, qui est passé rapidement de 40 000 $ à 70 000 $, et c'est intéressant de se positionner sur ces layers 2, parce qu'en général, ils vont surperformer l'actif en question, donc à savoir Ether. Par exemple, si je prends ici Optimism, du point le plus bas au point le plus haut, on est sur un 316%, et si je prends Ethereum, entre le point le plus bas et le point le plus haut, hop, on est sur un 167%, 170%. Par contre, l'inconvénient, c'est que lorsque le marché va se calmer, qu'on va avoir une pause, les layers 2 vont prendre beaucoup plus cher. Et on le voit bien ici où la baisse est beaucoup plus importante. Donc moi, c'est ma manière de voir ces projets-là. Il y en a beaucoup plus qui se créent d'ailleurs. C'est là où vous pouvez être sélectif en fonction de la tokenomics, en fonction du projet en question. Attention au niveau de la tokenomics, sachant qu'il y a énormément de projets qui sont jeunes. Je pense à Starknet,
je pense à ZK, même Optimism et Arbitrum, il y a beaucoup de libération de jetons. C'est-à-dire que au moment de la création, on va dire que on a 10 millions de jetons qui sont créés, et ben il va y en avoir 1000 1 million qui vont être déployés, qui vont être en circulation, et 9 millions qui vont être bloqués dans des smart contracts. Et ces 9 millions, ils vont être distribués au sein de différents acteurs comme la fondation, l'équipe, les investisseurs privés. Et ils vont être débloqués au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc ce qui va augmenter l'offre en circulation et ce qui peut faire une pression à la baisse. Donc attention, au moment de certains déblocages, ça peut impacter le prix. Donc voilà, je vous avais vu à peu près ma vision que j'ai sur les Layer 2. Pour moi, c'est des projets intéressants, mais à ne pas se positionner n'importe où et n'importe comment. Faut vraiment attendre déjà qu'on ait des potentiels bottom qui soient positionnés et surtout avoir une hype avec une hausse sur le marché. On peut pas se positionner à l'avance, d'accord? Vaut mieux attendre qu'on a un début de momentum, un début de flux pour jouer la continuation de tendance, limite à rentrer un peu plus tard, mais au moins avoir une confirmation qu'il y a une hype. Admettons que demain on a un BTC qui va faire un nouvel ATH, un Ether qui va break ses $4000, et ben ça peut être intéressant de chercher de la spéculation là-dessus, au moins sur de la continuation de tendance, parce que comme je dis, se positionner par exemple sur un Optimism, c'est comme ça moi je l'ai vu en tout cas pendant cette phase, c'est de se positionner sur Ether mais avec un effet de levier sans avoir un prix de liquidation. Maintenant, on va faire une analyse technique sur ces cryptos-là. Alors, Matic, sur du long terme, j'avais fait une analyse technique il y a pas longtemps, mais on est revenu chercher ici un bad range, d'accord, on le voit bien. Matic, il va y avoir sa migration du token Matic vers le token POL, POL, qui est prévu le 4 septembre. Donc c'est bientôt. D'un point de vue marketing, ça peut être assez intéressant à voir. Alors, ça va pas être non plus comme une news où ça y est, on va faire x3, x4, surtout Matic, faut pas oublier qu'on a une capitalisation qui est assez forte quand même. Matic qui est 21e quand même, qui a perdu, hein. On était mieux classé les mois précédents, et qui a tous ses tokens en circulation. Donc ça c'est l'une de ses forces, hein, c'est que son circulating supply est égal au total supply, donc on n'a pas de déblocage de jetons, l'évolution du prix est égale à l'évolution du market cap, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir un market cap qui augmente plus rapidement que le prix parce qu'on a des jetons qui vont être ajoutés dans le circulating supply. On va avoir tout simplement de l'émission ou du déblocage de jetons. Donc Matic, ça reste pour moi un projet très intéressant. On est sur un gros niveau de support. On voit bien cette hype qu'on a eu au mois d'octobre avec une bonne poussée, et rapidement on a corrigé lorsque cette hype s'est affaiblie. On vient chercher un gros niveau de support. C'est un niveau qui doit tenir maintenant. Je me précipiterai pas pour me positionner sur Matic si je n'étais pas positionné à l'heure actuelle, et j'attendrai la validation d'une pattern de retournement. Par exemple, le break de ce niveau-là, on pourrait être là dans un scénario creux, sommet, retracement creux plus haut que le précédent et break de ce niveau-là, avec ici une pattern en W, ce qui nous indiquerait que on passe d'une dynamique qui est baissière, avec des creux des sommets de plus en plus bas, à une dynamique qui est haussière, avec des creux des sommets de plus en plus haut. C'est chose qu'on avait eu ici, hop, avec cette pattern de retournement, et on en a une ici également. Voilà. C'est ce qu'on veut voir en général sur des phases de bottom. Ici, je peux mettre par exemple un volume profile. Alors, je suis sur crypto, donc c'est compliqué. On va passer sur Binance. Voilà. En dessous, la value area low, ici vers les 55 centimes, c'est une bonne zone pour chercher des achats et viser le poke ou le haut de range si vous faites, on va dire, du trading long terme à l'intérieur de ce range-là. Et après, si vous avez des targets beaucoup plus élevés, ça peut être des zones de rechargement de short, par exemple, voire un nouvel ATH et plus, les 0,118, dans tous les cas on est dans des bonnes zones d'achat. Par contre c'est un niveau qui doit tenir sur Matic, parce que c'est vraiment le gros niveau là. On a eu une phase de consolidation avant une nouvelle phase de hausse. Donc la zone est très bonne sur Matic, par contre comme je l'ai dit, je préférerais patienter. Au niveau du momentum, on a en plus un affaiblissement. On voit bien que ici on diverge, c'est-à-dire que on a un cours qui fait des plus bas, alors qu'on a le MACD qui fait des plus hauts. Ça nous indique une divergence entre le prix et l'indicateur, ce qui nous indique qu'on a un affaiblissement des vendeurs. De la même manière où ici, on voit bien que on fait des plus bas, alors que là on fait un plus haut. Ça nous indique un affaiblissement. Un affaiblissement ne veut pas spécialement dire une reprise acheteuse à 100%, mais ça nous indique, attention, on a un affaiblissement. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une réaction acheteuse pour potentiellement se positionner. De la même manière où, à ce niveau-là, on avait un affaiblissement acheteur. Affaiblissement vendeur sur une divergence haussière,
affaiblissement acheteur sur une divergence baissière, comme ici. Donc voilà, ça c'est sur Matic, c'est sa bonne zone, et le signal qui serait intéressant, c'est de repasser au-dessus de ce niveau-là et valider cette pattern de retournement. Au niveau de Stax, STX, qui a quand même bien retracé, et il est venu faire un pullback sur sa ligne de coup de cette grosse structure en mensuel, voire même on est peut-être sur du trimestriel là. Ouais, on est sur un W trimestriel. C'est assez rare sur les cryptos de faire ce genre de pattern de retournement, et c'est des signaux ensuite assez bullish. Donc on a ici un gros niveau de support qui doit être maintenu. C'est une bonne zone de localisation. Si je trace un Fibo, on est dans notre zone de rechargement long terme, on a en plus un affaiblissement sur le momentum, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui manque là, c'est vraiment une pattern de retournement pareil, quelque chose qui nous montre que, ok, très bien, on est en train de poser un bottom. Parce que là, si je me mets en close line, on voit que on fait des creux des sommets de plus en plus bas. Là, on est plutôt dans une phase de reine, une phase de latéralisation. Donc on voit que on n'a pas encore un fort momentum. Et comme je le dis, on n'oublie pas, oui, d'un point de vue technique, ça peut être intéressant de se positionner dans certaines configurations, mais comme je le dis, les layers 2, ils sont en fonction de la hype qu'on va voir sur les cryptos, on l'a bien vu, quand on a un narratif, une hausse globale des cryptos, et ben ça va être des cryptos qui performent plutôt bien. Par contre, quand on a une baisse de l'activité, de l'attractivité et de la hype sur les cryptos, ce qui est le cas depuis mars 2024, et ben on voit que c'est à ce moment-là qu'on a posé notre top. Donc c'est là où la technique c'est bien, mais il faut aussi avoir la patience d'avoir une confirmation au niveau des mastodontes, BTC et Ether, qui nous montrent qu'on a un retour acheteur et un bon flux, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. Donc ouais, sur STX, la zone elle est bonne, mais je préférerais avoir une pattern de retournement. Par contre, c'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à perdre ce niveau-là, on peut aller chercher des niveaux plus bas. On a ici un petit niveau de support. Après, on va avoir des niveaux bien plus bas. Ici. À voir où sont les 0,886, qui est une très bonne zone au cas où on a un crack, et en général, les altcoins qui ont des bons fondamentaux, ils vont rarement en dessous des 0,886. C'est des bonnes zones pour chercher des achats. Si je prends Matic, je crois de mémoire, hein, on avait retracé jusqu'au 0,886. Ouais, pile poil dessus, on avait posé un bottom. Donc vraiment, si vous êtes fan de STX, si vous avez des convictions sur ce genre de projet, les 0,886, c'est une très bonne zone. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on y va, c'est une bonne zone. Actuellement, ouais, on est en train de consolider autour d'un bon niveau. Au niveau des moyennes mobiles, vous voyez, hop, je vais tout effacer. Et on a ici une compression qui est assez intéressante entre le tunnel daily et le tunnel 3 jours. Le tunnel 3 jours qui est orienté à la hausse, le tunnel daily qui est orienté à la baisse. Et on est dans une sorte de compression, et la résolution de ce niveau-là, bah, ça peut nous montrer la suite. Hein. Est-ce qu'on sera plutôt dans une poursuite de notre dynamique qui est baissière, ou est-ce qu'on poserait ici un bottom pour entamer une nouvelle dynamique qui est haussière? Voilà, c'est ce qu'il va falloir regarder ici sur STX, qui a été une altcoin très forte. Hein. 2023, 2024, on a plutôt bien performé, mais voilà, quand on a une altcoin qui passe de forte à faible, et ben faut le reconnaître, et ça a été le cas où ici on a vraiment un contrôle total des vendeurs qui s'affaiblit, comme je dis, mais pour le moment, ça serait bien sur le prix d'avoir un retour des acheteurs. Alors, au niveau de Hope, c'est pareil, on a une très bonne phase en fin 2023, début 2024. On a eu ici un signal et pas spécialement encourageant avec ce ravalement baissier. On voit bien la bougie rouge qui clôture, qui ravale la précédente bougie, qui est un premier signal qui nous dit méfiance, on est potentiellement en train de se retourner. Là, on a eu un changement de notre dynamique avec le break de ce creux, et depuis on fait des creux des sommets de plus en plus bas. Donc on était ici sur une très bonne zone selon moi de localisation. C'est un niveau où c'était notre ligne de coup de cette pattern de retournement. On voit que on a consolidé autour, on l'a break, on l'a réintégré. Dans tous les cas là sur Optimism, on est revenu chercher de bonnes zones de support. Après un moins 77%, d'accord, moins 80%, on va arrondir. Je vais pas tracer un Fibo, mais si je trace un Fibo depuis tout le début, on est sur les 0,786. Voilà, c'est une bonne zone de localisation. Pareil, on a ici un affaiblissement vendeur. Ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement. Le creux, le sommet, le creux qui peut être plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent.
Si on a ça, pareil, ça serait un bon signal pour poser un bottom et avoir une nouvelle phase de hausse et un bottom qui serait posé. Donc on voit que il y a beaucoup de charts qui se ressemblent. C'est des retracements après des moins 70, moins 80%, des retours sur de bonnes zones de localisation. Ça peut être d'un point de vue action du prix sur des niveaux de support, des retracements de Fibonacci, et on a également un affaiblissement vendeur, mais on n'a pas encore de reprise de notre dynamique. Optimism, si je mets des moyennes mobiles, on voit bien que le daily est orienté à la baisse, on est passé sous le 3 jours, et si là je note les sommets majeurs, on en a un ici, on en a un ici, on voit qu'ils sont orientés à la baisse. Donc pour le moment, c'est trop tôt pour se positionner. En tout cas, soit vous vous dites ok bah très bien, moi c'est un projet, j'ai de fortes convictions, peu importe la technique, et ben dans ce cas-là, oui, on est dans des bonnes zones. Et si vous êtes un peu plus spéculateur et vous voulez avoir de fortes convictions d'un point de vue technique, vaut mieux attendre une pattern de retournement, repasser au-dessus des moyennes mobiles moyen long terme pour au moins avoir une nouvelle phase de hausse. Vous voyez, à ce niveau-là, hop, tac. On revient chercher des précédents gros niveaux de support. Si je trace un Fibo à ce niveau-là, on était dans notre zone de rechargement, entre les 0,518 et 0,786. Et ben, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On a un premier W qui est ici. On a un gros W qui est à ce niveau-là. On a des ravalements, par exemple, à ce niveau-là. On voit que c'était une zone où il y avait de la demande, on avait une réaction acheteuse. On avait des moyennes mobiles orientées à la baisse, qu'on a commencé à parvenir à passer au-dessus du daily, le pullback, et ben on voit qu'on avait ensuite une bonne dynamique qui a été haussière. De la même manière, ici, on avait à nouveau des patterns de retournement sur des niveaux de support, on avait pullback, cette zone de demande. Maintenant, pour moi, sur Optimism, la zone elle est bonne, mais vaut mieux patienter pour se positionner. Au niveau d'Arbitrum. Arbitrum, la charte elle est vraiment moche, et c'est grâce à ça. Hein. J'hésitais à me positionner moi à l'époque là sur Optimism ou Arbitrum quand on était ici, et ce qui m'a fait, parce que c'est des projets qui sont assez similaires, je préfère la tokenomics d'Optimism de mon côté que celle de Arbitrum, mais globalement c'est des projets qui sont assez similaires, et pour ça, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de comparer les deux charts, voir est-ce qu'on est plutôt dans une dynamique qui est haussière ou dans une dynamique qui est baissière, voir tout simplement qui surperforme qui. On voit qu'avec cette charte où je fais Optimism USDT divisé par Arbitrum USDT, on constate que Optimism est dans une dynamique haussière et surperforme Arbitrum. C'est-à-dire que là, c'est un meilleur choix de se positionner sur Optimism que Arbitrum. C'est la charte qui nous le montre à ce niveau-là. On voit que Optimism enregistre une meilleure performance et surperforme Arbitrum. Et c'est cette charte qui m'a permis de me positionner au moment où je me suis positionné, qui était sur Optimism vers c'était septembre-octobre 2023, pattern de retournement, on était dans une dynamique qui est haussière. Si on avait fait l'inverse sur Arbitrum, j'aurais priorisé Arbitrum. La charte est pas terrible, puisqu'on a bien retracé, on a ici une pattern de top, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, pattern de retournement. Depuis, on est dans une dynamique qui est baissière, avec des sommets et des creux de plus en plus bas. On a fait un all-time low en breakant ce gros niveau des 80 centimes. On voit que c'est un niveau qui faisait office de support, qu'on a cassé et qu'on a flip en résistance. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse avec un 4 heures qui lit de bien la tendance qui est baissière. On le voit bien, voilà. 4 heures qui fait office de résistance, c'est plutôt moche, d'accord? Et dans ce genre de configuration, on va plutôt se positionner dans le sens de la tendance. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, j'allais dire ce que je vous recommande. Vous faites après ce que vous voulez, mais c'est ce que je vous conseille. Et là, c'est un peu trop tôt. Hein. Pour se positionner sur Arbitrum, on est sur des all-time low, là, de préférence. Je préfère avoir une bonne phase de latéralisation, avoir le break de ce range-là, peut-être la réintégration de ce niveau-là, ou alors le pullback. Ok, vous voyez là, il peut y avoir soit une zone d'achat au moment d'une réintégration, soit au moment d'un pullback, une grosse phase d'accumulation, pourquoi pas. Mais là, se positionner actuellement, c'est compliqué, surtout que Arbitrum est vraiment plus faible qu'un Optimism ou une autre crypto. On est là sur un moins 80%, la charte me donne absolument pas envie de me positionner. Et comme je l'ai dit, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on n'a pas d'historique, enfin on a break l'historique qu'on avait, donc d'un point de vue représentation, c'est encore plus compliqué pour se positionner, donc vaut mieux patienter plutôt que de se positionner sur une crypto qui fait all-time low sur all-time low. Dernière crypto, Starknet. Bon, Starknet, ils ont un peu raté leur lancement avec leur airdrop. Ils ont une communauté qui est un peu contre eux, donc bon, c'est compliqué. Après, ils sont arrivés au mars 2024 au moment du top.
Donc ouais, moins 86%. En plus on a des déblocages de jetons, parce que sur Starknet, on n'a pas tous les jetons qui sont en circulation. On a quand même une FDV qui est relativement plus faible, parce que de mémoire, on avait, si je mets market cap, là on avait, au plus haut on avait 2 milliards de market cap, on avait une FDV qui était peut-être à 15 milliards. Là déjà, on retourne sur une FDV. Alors la FDV, c'est tout simplement le market cap si tous les jetons étaient en circulation. Donc là actuellement, on n'a que 16% de circulating supply, et si on met tous les jetons en circulation, on passerait à une FDV de 3,6 milliards. Et actuellement, on a un market cap de 583 millions. Donc déjà, on retourne sur des market cap beaucoup plus réalistes. Ça a été l'inconvénient de beaucoup de layer 2 qui sont lancés avec des market cap énormes, et voilà, c'était pas un point fort pour se positionner. Et au niveau des déblocages, voyez, on rentre dans une phase de déblocage et ça s'intensifie septembre 2025. Et là, attention, des grosses phases de déblocage comme ça peut impacter le prix. Donc compliqué, selon moi, de se positionner sur Starknet. Beaucoup trop tôt, déjà, d'un point de vue technique. Pareil, si je mets des moyennes mobiles, hop, voilà, on voit bien que on a un 4 heures qui lead cette dynamique qui est baissière depuis un moment. Depuis qu'on a passé, c'est là l'importance d'avoir des moyennes mobiles pour avoir des points de repère. Quand on est comme ça dans un range, on va plutôt trader le range. Par contre, quand on perd un niveau et qu'on rentre dans une dynamique qui est baissière, tant qu'on voit un 1 heure qui est sous le 4 heures, sur du moyen long terme, on va plutôt chercher des shorts dans le tunnel 4 heures. On voit que depuis très longtemps, le 1 heure est sous le 4 heures. Quand on commencera à avoir un 1 heure qui va potentiellement recross le 4 heures à la hausse, on pourra se dire, ok, on est potentiellement sur un bottom, je vais plutôt dire moyen terme que long terme, mais c'est ce cross entre le tunnel 1 heure et 4 heures permet en général de voir si on a posé un bottom. Et si on parvient à s'affranchir et de flip ces niveaux de résistance, ces points de repère, en support, on peut être déjà sur un bottom. Maintenant, là on était plutôt sur du moyen long terme. Si vraiment je vais sur du très long terme, pour moi c'est trop tôt. Trop tôt pour se positionner sur une charte qui est comme ça. En tout cas, moi je ne peux pas. Déjà en général, je préfère avoir 2 ans d'historique sur une charte pour me positionner. Là, sommet creux de plus en plus bas. On a en plus des déblocages qui sont assez importants. Je préférerais attendre une phase de latéralisation pendant quelques mois pour éventuellement me positionner. Par exemple, comme Optimism va faire. Il faut juste patienter. Optimism, on a une baisse, un retracement, et hop, quand on commence à avoir déjà au moins 2 ans d'historique, là ça devient déjà intéressant, parce qu'on sait qu'on a une base, on sait qu'on a un niveau de support ici, ok, là ça peut être intéressant. Par contre, quand on regarde comme ça sur Starknet, ce genre de chart, je suis désolé pour ceux qui sont investis dedans, qui aiment bien ce projet-là. Je dis pas que c'est un mauvais projet, je dis juste que d'un point de vue technique, c'est pas terrible, et on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Donc surveillez là le cross entre le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures, et une phase de latéralisation sur du long terme, qui serait plutôt intéressant, parce que là, faire du DCA là-dessus, c'est pour ça que je critique souvent le DCA. Je dis que c'est pas une bonne méthode. Potentiellement sur BTC Ether, pourquoi pas, et sur des cryptos comme ça, c'est peut-être une crypto qui, après avoir fait un moins 83%, rien n'empêche à cette crypto de refaire à nouveau alors je vais pas faire un moins 100%, c'est pas possible, mais un moins 50%. C'est une possibilité. C'est pas parce qu'une crypto a pris moins 90% qu'elle ne peut pas à nouveau reprendre moins 50, moins 60%. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Et c'est pour ça, faire du DCA sur ce genre de crypto, en général, méfiance, ça peut cramer votre capital. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur les layers 2. J'espère que cette approche et ce que je vous ai partagé, ça vous a aidé. Pour moi, vaut mieux patienter. Vaut mieux patienter, d'avoir à nouveau une hype, une attractivité et de la demande sur les cryptos de manière générale. Mais si on a des réintégrations de range ou des breaks sur BTC Ether, ça peut être des layers 2 intéressants pour s'exposer au marché. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Dites-moi vous ce que vous en pensez des layers 2 et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.